Le Maroc nous offre en majesté toutes les plantes méditerranéennes. Oliviers, vignes, chênes-lièges et les empreintes des cultures successives. Berbères, phéniciennes, carthaginoises, certes romaines, vandales, byzantines et surtout arabes. Et puis vinrent portugais, espagnols et français. Au nord-ouest de l'Afrique, le Maroc dispose de 14 terroirs viticoles. Angad, Saïs, Beni Saden, Zéroun, Guerrouane, Benimtir, Rarb, Chella, Zaher, Zemour, Zenata, Sahel et Doukala. Volubilis, au pied du Djebel Zéroun. Les ruines racontent l'histoire d'une grande ville romaine où l'on découvre les vestiges du temple de Bacchus, le dieu de la vigne et du vin, les thermes de Galien. Imaginons l'entrée triomphale des vainqueurs par la voie d'Ecumanus Maximus, passant sous l'arc de triomphe de Caracalla, le Capitole et le forum où le peuple se rassemblait pour participer à la vie de la cité. Le bon Dieu, quand il a créé le monde, a dû s'aller 2 fois sur certaines parties de ce monde, et notamment sur le Maroc. Et bien entendu, je parle de la vigne et de l'association de la vigne et du Maroc. La vigne est tout à fait adaptée au Maroc, dans la mesure où on maîtrise l'eau, bien entendu. Parce que l'eau peut arriver à manquer, et on le voit ces quelques dernières années. La vigne est parfaitement adaptée au Maroc. Les sols sont profonds. Le climat est un climat avec un hiver et avec un été bien prononcé. Les techniques nouvelles permettent de vendanger en période chaude, ce qui fait que au Maroc, on peut faire tout type de vin correspondant aux standards de vin habituellement présents en France. Les remparts, percés de portes majestueuses, les palais, greniers et écuries furent construits par le sultan Moulay Ismail qui, quittant Fès, fit de Meknès sa capitale en 1703, sorte de Versailles fortifié. Son marché pittoresque, que visitent les touristes, date du XIe siècle. Hors les murs se trouve la plus grande entreprise vinicole. Actuellement, on voit bien au Maroc que cette potentialité est existante, elle est utilisée. On a des vins très charpentés, on a des vins au contraire très fins, très délicats. Déjà, le Maroc répond à un catalogue, déjà un catalogue qui permet de couvrir ce que le marché demande. Bien entendu, je pense que le marché va croissant et que le catalogue des vins que le Maroc va pouvoir présenter et la diversité, donc, ne va aller que croissante. La technicité des vignerons marocains est là, et pratiquement les vignerons marocains, comme je le disais tout à l'heure, peuvent offrir au marché 100% de ce qu'on trouverait par ailleurs dans les pays viticoles. Quelques Français ont retrouvé le chemin du Maroc viticole, participant ainsi, avec les Marocains, à sa renaissance. William Peters, Castelfrère et Atalvin, la famille Baconnet. Un Jurassien bontain a décidé de remettre en route cette exploitation viticole. Amoureux du pays, il choisit de garder les cépages traditionnels pour retrouver les vins d'antan. Le vignoble a été créé en 1952. 52 veut dire vieille vigne. Vieille vigne veut dire qualité. Et le problème, beaucoup de manquants. Et j'avais le choix, soit arracher et refaire de la jeune vigne, mais ce qui déséquilibrait
la qualité des vins qu'on espère. Aussi, j'ai choisi de faire la pépinière et remplacer. Là, j'ai 600 000 plants qui seront plantables l'année prochaine, en Grenache et en Carignan, de façon à respecter l'encépagement du coin. Parce que je crois au vin marocain, je ne crois pas à faire le... Bon, cépage, il y a les vins de cépage, Syrah, tout ça. Mais ici, je veux garder une authenticité de ce domaine. Nous sommes arrivés ici au mois de novembre, avec un domaine désert, et en ruine, quoi, sans aucun matériel. Nous n'avions même pas un marteau ou un clou. Hélas, tout est à reprendre. Le matériel obsolète est à changer. D'autres machines à remettre en route. Triste spectacle, mais l'espoir est là. Un vignoble va renaître des mains et de la volonté de cet amoureux du Maroc. Alors nous avons dû choisir un nouveau mode de culture, choisir un nouveau mode de taille et s'équiper en matériel. J'ai essayé de choisir les matériels les plus performants, quoi. Et les ouvriers les meilleurs du coin, que j'ai formés, quoi. Là, c'est un appareil qu'on sert pour... c'est l'appareil qui sert le plus couramment au Maroc. C'est un appareil qui permet d'aller très vite, mais qui ne respecte pas les sols. Parce qu'on fait une semelle de labour, et c'est un appareil que j'abandonne. Quand on est arrivé à cette ferme, on avait avec le précédent matériel. Et aussi, je suis allé en France pour m'équiper de matériel qui décompacte les sols. Parce qu'on avait des sols qui étaient très battants. C'était du vrai béton. On marchait dessus, on se tordait les pieds. Et on a fait 4 passages avec ces charrues. Et pour voir la différence du sol, maintenant on marche sur une moquette, quoi. On va aller là, on va faire les grenaches. Ouais, d'accord. De la parcelle là. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de végétation puisqu'on va pas pouvoir passer dans 15 jours, on ne passe plus. D'accord. On va commencer par ça et on va revenir comme ça. On va revenir. La terre est à revivifier. Ici, on renoue avec les grandes exploitations sur de grands espaces se prêtant au travail mécanisé avec un personnel abondant et spécialisé. Le grand écartement des rangs de vignes caractérise les régions sèches. Il permet d'utiliser de gros engins. La nature est à discipliner. Il faut lutter contre le vent. Le chergui est un vent du sud apparenté au sirocco. C'est un vent brûlant d'une grande puissance. Il dessèche les feuilles et fait monter la température à plus de 50 degrés. Depuis plus de 5 ans que je suis au Maroc, j'entends toujours parler chergui. Chergui, ça traumatise. Et en 5 ans, moi, j'ai jamais eu de problème de chergui. Avec des traitements appropriés, par des moyens physiques, hein, pas chimiques, on ne traumatise pas la vigne, on aide la vigne justement à supporter ses coups d'air. J'ai pu, l'année dernière, qui était une grosse année, à Chergui, on a eu 52 degrés au mois d'août. Je n'ai pas perdu 1 gramme de raisin. Alors cette année, je continue d'appliquer ces traitements, puisque c'est sur le terrain qu'on apprend. Hein, puisque originaire du Jura, je ne sais pas ce que c'était le Chergui. Hein. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai maîtrisé. Et là, j'applique encore une technique encore plus évoluée, parce que je m'y prends plus tôt dans le temps. Ma petite cuisine à moi. Parce que chaque traitement n'est pas le même. Et des fois, je charge en éléments minéraux, en acides aminés. C'est jamais la même chose. Les traitements suffiront-ils pour lutter contre le dessèchement du feuillage? La nature n'est-elle pas rebelle à ses apports? Doit-on s'inquiéter pour l'environnement? Pourtant, le résultat positif est là. La récolte est sauvée, les vins seront excellents. Je pense que 2001 au Maroc, ou en tout cas pour Talvin, c'est quelque part depuis 5 ans le meilleur millésime, sans aucun doute, quoi, sans aucun problème.
il y a un très très gros potentiel, énorme potentiel. Voilà. Et c'est vrai que quelque part, au bout de 5 ans, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts, c'est l'aboutissement d'une multitude d'expériences. Et quelque part, on enfonce le clou. Depuis qu'on essaye de faire des efforts et de batailler pour prouver qu'au Maroc, on peut faire de grands vins, bon, mais c'est une année de confirmation et peut-être de réalisation de certains rêves. Je suis très heureux de ce millésime. Il faut bien dire que le Maroc, à l'instar de tous les pays du bassin méditerranéen, a une vocation oléicole, comme vous venez de le dire, et vitivinicole. Donc, et puis en plus, le Maroc jouit de 2 climats favorables à ces 2 cultures, le climat du bassin méditerranéen ainsi que le climat atlantique. Ajoutez à cela que tous comment dirais-je, nos illustres écrivains, les poètes arabes, notamment Omar Khayyam, et Omar Khayyam qui a vanté dans tous ses écrits, dans ses poèmes, les bienfaits du vin, ce qu'on tire comme plaisir. Je me souviens de mes premières récoltes, et à l'époque on n'avait pas de ces cépages nobles comme le chardonnay, le cabernet sauvignon, il y avait des carignons, des grenages, des cinsault, etc. Mais je n'avais pas de cave. Alors, vous savez ce que je faisais? Je vendais, si vous voulez, mon raisin sous forme de vin. Au lieu de vendre mon raisin, je m'adressais à une maison de Meknès qui s'appelait les Caves du Maghreb et je leur vendais mon raisin, mais on me payait mon raisin en fonction du prix du vin, qu'on connaît le prix après 5 ou 6 mois. Vous voyez? Voilà, si vous voulez, mes premières vendanges. Donc en 1963, l'État a récupéré ces terres de colonisation, dont une grande partie en vigne. Alors l'État ne savait pas quoi faire, puisqu'il n'avait pas ni de, comment dirais-je, ni d'onologue, ni de maître de chai, etc. Ils se sont adressés à moi. Puisque j'avais, à l'époque, en 1964, j'avais créé Samavin. Et ils se sont adressés à moi et je leur ai enlevé l'épine du pied, puisque, avec mon premier système, je leur dis, bon, je vous achète tous vos raisins à prix indexé. Donc, j'ai exploité une trentaine, je crois une trentaine de caves de Roumanie jusqu'à Oujda. Trentaine de caves. Et on a vinifié jusqu'à entre 800 et 1 million d'hectolitres. Mais tout ce vin-là partait à l'exportation, donc c'était des vins en vrac. Notre premier concurrent, c'est les vins de la CE, parce que nous, en tant qu'agriculteurs ou viticulteurs, l'État ne nous donne absolument rien du tout. Alors que vous connaissez, les viticulteurs espagnols, français, italiens perçoivent des aides énormes. Et certainement dans la mondialisation, on va en souffrir. Mais nous n'en avons pas peur parce qu'aujourd'hui, le consommateur ne s'intéresse plus à la petite piquette qu'on connaissait dans les années 30, etc. Maintenant, les consommateurs préfèrent boire une bouteille
le week-end, mais une bonne bouteille. À Vinexpo en 1999, un de nos vins, qui s'appelle Riyad Jamil, vendu à Paris, il y avait un challenge où il y avait 5200 échantillons de vins du monde. On en a sorti 270 médailles d'or dans notre Riyad Jamil. Et ensuite, une deuxième compétition qui est ouverte uniquement pour les 270 médailles d'or. On en a sorti 60 prix d'excellence, ce qu'on appelle le CIVAR. Et parmi ces 60 prix d'excellence, il y avait notre vin, le Riyad Jamil, qui est vendu à Paris. Et bien ça, c'est la fierté de toute l'équipe, et y compris la mienne. En fait, je fais à peu près 20 métiers différents. Mais ce qui me passionne le plus, c'est vrai, c'est la vigne et le vin. Ça me passionne énormément. Parce qu'un vin, c'est un bébé. Il faut l'élever à partir du berceau. Et même avant, à partir de la conception, puisqu'il faut qu'il parte d'un pied de vigne. Donc à partir du pied de vigne, la baie du raisin, comment elle va être traitée sur le champ, comment on va vinifier. Donc c'est une attention attentive sur plusieurs années. Donc ça ne peut être qu'un métier passionnant. En tous les cas, ça me passionne. Vous allez trouver une entrée un peu surprenante. Toutes ces pierres, on aurait pu faire une allée en marbre, mais j'ai préféré garder en mémoire, et surtout pour mes enfants, que le domaine qui est aujourd'hui un jardin était des pierres de ce genre avec du jujubier et du palmier nain. Donc, c'est fait surtout pour les enfants. Naturellement, ce n'est pas très commode pour les jeunes dames qui ont des souliers en aiguille. Alors donc, ils peuvent marcher sur le gazon. Mais pour moi, c'est un symbole, ces pierres. Les vendanges vont commencer. Elles exigent une main-d'œuvre abondante et qualifiée. C'est une ressource saisonnière importante pour la population locale, en particulier pour les femmes. أكسوات جميلة هذه صافي. منى بنت ربحة. مشيشي فاطمة. حسني ملكة. حسني ملكة. معروفي حنان. غيوبي عيشة. غيوبي عيشة. Comme partout dans le monde, là où la machine n'a pas remplacé les mains expertes, c'est un moment de fête, l'aboutissement du cycle naturel, la récolte du fruit de la vigne et du travail de l'homme. La cueillette est faite avec un soin particulier. Les feuilles sont éliminées des comportes avant leur départ pour la cave. Les hommes répondent aux femmes qui ponctuent l'air de leur you-you strident. Au loin, d'autres équipes répondent. La tâche est accomplie dans la bonne humeur, scandée par les chants rythmés. Le raisin coupé, superbe, est délicatement versé dans les cagettes sans jamais être écrasé. Sous l'ardent soleil du Maroc, il faut préserver la pellicule qui protège les jus d'une évolution prématurée.
Les grappes sélectionnées que l'on a prélevées sur les lots de vendange, au fur et à mesure que les raisins arrivent à la cave, sont pressées et soumises à l'épreuve du mustimètre. C'est un appareil traditionnel qui indique la densité et permet d'évaluer la richesse en sucre des raisins et, par conversion, de connaître le titre alcoométrique probable du vin. Cet examen rapide ne fait pas double emploi avec celui du laboratoire, mais il sert de guide pour la sélection des raisins avant leur mise en cuve. Alors ici nous sommes en Bénimtyr sur un terroir argilo-calcaire avec pas mal de schistes et de quartzite, donc un terrain très riche en minéraux. Vous pouvez le voir à la couleur de la terre qui est assez foncée. Donc ça donne des vins qui sont relativement corsés, charpentés, très recherchés. Nous avons au Maroc un manque hydrique, un manque de pluie qui est chronique aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons pratiquement tout notre vignoble, en tout cas ici, ce vignoble-là est complètement irrigué au goutte à goutte, donc une irrigation d'appoint qui nous permet d'économiser l'eau au maximum et d'apporter uniquement l'essentiel à la vigne et non pas trop l'irriguer car cela dilue le raisin, dilue le vin et ne donne pas de bons résultats. Donc c'est vraiment une irrigation d'appoint quand la vigne en a besoin. Alors ce vignoble est situé au pied de l'Atlas, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous sommes ici entre 700 et 750 mètres d'altitude, qui est une altitude idéale au Maroc pour la viticulture. Nous sommes donc à peu près à 150 km de la mer. Nous profitons donc d'un climat sec et donc favorable à la viticulture et défavorable donc à toutes ces maladies. Nous avons très peu de traitements, à peu près 3-4 par an maximum pour du mildiou et de l'oïdium. Les coteaux de l'Atlas, avant d'en arriver à la cave et de voir l'élevage en fût de chêne, les coteaux de l'Atlas, c'est exactement à peu près plus de 20 ans de travail. C'est d'abord un vignoble expérimental sur une durée de 13 ans qui nous a permis de tester différents cépages en important à peu près 600 pieds par différents cépages, par différentes variétés de raisins que nous avons élevés pendant plusieurs années dans un vignoble expérimental de 2 hectares. Que nous avons vinifié, nous avons fait des tests de vin, etc., de productivité, d'adaptation au climat, au terroir. Et nous avons retenu donc majoritairement le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah, le Tempranillo, le Chardonnay et le Sauvignon blanc. Là sont les cépages qui ont le mieux réussi et qui se sont le mieux adaptés au terroir et au climat marocain. Après 13 ans d'expérimentation, donc ça fait bien 20 ans. 20 ans de travail pour arriver à un premier cru au Maroc, qui est une exclusivité et un bouleversement dans le monde viticole marocain. La cave où la nouvelle appellation contrôlée Coteaux de l'Atlas premier cru est élaborée bénéficie d'un équipement moderne. Après le tri des raisins pour ne garder que les meilleurs fruits et la séparation des rafles qui risqueraient de donner au vin une astringence excessive, la cuvaison sera longue afin d'obtenir une belle couleur d'un rouge profond, en même temps qu'une structure ferme, gage de longévité du vin. Les pressoirs pneumatiques de la dernière génération vont assurer un pressurage souple, lent et léger, respectant ainsi les pépins et les pellicules, évitant les goûts herbacés indésirables. Le jus déjà fermenté coule. Il est de couleur sombre, signe d'une parfaite extraction. Le vin déjà presque fini terminera sa maturation dans des fûts de chêne pour acquérir ce boisé légèrement vanillé que recherchent les nouveaux consommateurs. Le retour au vieillissement en fût de chêne de bonne origine est à la mode aujourd'hui. Nous avons débuté en 90, 91 et nous avons débuté avec une centaine de fûts. Nous sommes aujourd'hui à plus de 600 fûts
et avec une extension très probable de 2000 fûts supplémentaires. Nous avons des plans d'investissement très importants sur cette cave qui débutent ce mois-ci, donc en septembre 2001, avec achèvement des travaux à fin mai 2002. Nous allons rajouter 16 000 hectolitres de cuverie inox pour la fermentation et pour le stockage. Nous allons changer complètement la réception des vendanges avec 3 tables de tri. Tout sera en inox. Nous ajoutons également, et le plus important, un chai à barriques de 2400 barriques enterrés à 5 mètres sous terre, dont également un chai à barriques prestigieux de 400 barriques, ce qui fait un total de 2800 barriques, sous terre à 5 mètres sous terre, plus un chai de bouteilles couchées pour une capacité de 2 millions de bouteilles. Il est loin le temps où toute la récolte du Maroc partait en vrac vers la France, dans des bateaux-citernes que l'on appelait des pinardiers. Ces vins médecins, anonymes, servaient alors à renforcer les petits vins méridionaux. Aujourd'hui, le Midi n'en a plus besoin. Et les producteurs marocains, après des années de découragement, s'équipent de matériel ultramoderne de mise en bouteille. Un seul homme suffit à la surveillance de ces opérations. La mise en bouteille est une opération délicate, exigeant une précision que seules les machines parfaitement réglées peuvent apporter. Le risque est grand de perdre le vin lorsque les bouteilles couleuses laissent suinter le liquide qui, au contact de l'air, peut s'aigrir. Les progrès de l'industrie mécanique et électronique offrent aux consommateurs des garanties que la mise artisanale ne pouvait pas donner. Alors, nous allons goûter ensemble les coteaux d'Atlas millésime 2000. Donc, les coteaux d'Atlas, c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, qui est donc vieilli en fût de chêne français neuf pendant 12 mois et en bouteille couchée pendant au moins 18 mois. Le 98 qui sera lancé sur le marché en octobre 2001 a aujourd'hui un vieillissement de pratiquement 2 années en bouteille couchée avec un vieillissement en fût neuf de 12 mois. Donc, nous goûtons là les coteaux d'Atlas 2000 qui a beaucoup de parfums, beaucoup d'arômes, de fruits rouges, qui est bien sûr très jeune encore, il n'a que 4 mois de fût, donc encore 8 mois de plus, et puis un vieillissement milieu réducteur de plus de 18 mois. C'est un vin qui est très prometteur, et je n'en dirai pas plus pour vous laisser le plaisir de le découvrir en 2003. La Suberet marocaine couvre environ 345 000 hectares, soit 20% du total mondial. Sa qualité est excellente pour la production des bouchons, mais le liège a bien d'autres usages. Pour obtenir le liège, les ouvriers décollent la partie superficielle de l'écorce. C'est le démasclage. Ainsi, la couche mère, qui ne doit pas être attaquée, reconstitue en quelques 9 à 12 ans la couche subéreuse qui alors doit être impérativement récoltée à nouveau, car elle perdrait peu à peu son élasticité. Pour entretenir le sol, on met en pâturage des moutons ou des bovins, parfois aussi des chevaux, voire des chèvres. Les plaques de liège, une fois levées, sont apportées à l'usine pour être triées. Préalablement plongées dans l'eau bouillante pour les assouplir, tuer les insectes et enlever une partie des tanins, elles sont séchées avant d'être transformées en bouchons.
il faut 3,8 kg de liège pour faire 1 kg de bouchon. Les déchets vont à d'autres utilisations, telles que les joints de culasse des voitures, les revêtements de sol et l'isolation, les semelles de chaussures, les bouées et les flotteurs de toutes sortes. Le liège a été classé produit stratégique par les armées. Enfin, rien ne se perd. C'est un matériau miraculeux. Les propriétés du liège sont connues depuis l'Antiquité. Les Romains l'utilisaient déjà pour boucher les amphores. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, en a évoqué les différents usages. Le bouchon qui s'était perdu au Moyen-Âge est revenu avec le développement de la bouteille. On dit que le tire-bouchon a été inventé à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. C'est une indication datant le développement de l'usage du liège pour le bouchage des bouteilles. Aujourd'hui encore, les produits de substitution du liège ne sont guère satisfaisants. La fabrication artisanale nécessite une bonne habileté pour tirer le meilleur parti de la plaque de liège. La qualité du bouchon est importante. Elle conditionne la conservation du vin. Le trop fameux goût de bouchon en a ruiné plus d'un. Il faut savoir que les travaux de recherche montrent que ce mauvais goût est très souvent dû à d'autres causes, dont l'origine se trouve dans les produits de traitement des caves elles-mêmes. Le climat sec du Maroc se prête à la manufacture des bouchons qui redoutent le développement des moisissures que favorise l'humidité. Lors du tubage, les qualités ne sont pas uniformes, aussi faut-il procéder à la sélection. Ce travail, délicat et fastidieux, est confié à des ouvrières attentives et expertes. Dans les usines très modernes, l'œil électronique vient au secours de l'œil humain, mais ne le remplace pas encore. Les bouchons portent la marque du fabricant, mais le plus souvent, lorsque les commandes sont importantes, on y ajoute la marque de la cave. Toutes les grandes entreprises disposent de leur propre laboratoire. L'analyse instrumentale ne remplace pas l'analyse sensorielle, mais elle lui apporte un secours significatif. Nous disposons d'un équipement très sophistiqué au sein de notre laboratoire, un équipement électronique et un équipement à flux continu. Nous disposons aussi de l'absorption atomique, de l'absorption moléculaire. Nous faisons une série d'analyses qui nous permet de suivre les vins de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Différentes analyses sont reportées sur un logiciel dont on dispose. Nous sommes liés à la filière technique par un réseau. L'ensemble des analyses effectuées sont systématiquement saisies. Ils sont interprétés. Nos différents oenologues puissent à ce moment-là consulter les analyses à chaque moment et prendre les décisions qui s'imposent. Quelques paniers de raisins sélectionnés vont rejoindre le cuvage pour une micro-vinification expérimentale. La renaissance des vignobles s'accompagne d'un extraordinaire effort de remise en question des anciennes habitudes. La plantation des nouveaux cépages internationaux, dont la vocation est de produire des vins fins et non plus des vins de base pour coupage, impose un travail d'expérimentation et beaucoup de conviction. Dans la cave, installée dans une ancienne cuve où suinte encore l'humidité de parois couvertes de salpêtre, les bouteilles des années passées forment une collection de références. S'agit-il de précieux flacons? Ont-ils résisté à l'épreuve du temps? L'exercice mérite d'être accompli. Les vins soumis aujourd'hui à l'appréciation sont encore très jeunes, trop jeunes. À peine finis, il leur faudra encore quelques mois d'élevage. Seuls les gens du métier peuvent en estimer le devenir. Ils seront comparés aux vins de la récolte précédente. Les vins ont tous une origine déterminée, mais ils sont présentés sous les marques de la maison, accompagnés des noms des cépages dont ils sont issus. L'équipe des responsables de la cave fait découvrir les vins de la dernière récolte à ses hôtes
les grands chefs de la restauration de luxe du pays. L'année dernière, tu leur expliquer après la présentation. Chacun, tu pourras leur redire. Un petit gâteau. C'est pas super. 10 000 feuilles. Oh là, ça a bougé, non? Ah. On a du pain. Bonjour, comme tous les ans, on est heureux de vous recevoir dans la cave de Talvin à Ben Slimane. Donc cette petite réunion, hein, comme l'année dernière, c'est pour d'abord, Jacques va vous parler un petit peu de nos nouveaux vins et puis voir l'évolution des vins de l'année dernière. Donc tous les ans, on reçoit quelques professionnels, hein. Donc Rémi Brigodin et Romain Leroll, donc chef des cuisines du Royal Mansour à Casablanca et le directeur de la brasserie du Royal Mansour, ainsi que José Pérez, le chef de cuisine du restaurant Le Jardin des Arts à Marrakech. Nous avons le Cédic, notre chef de cave, et puis également Valérie Dalorto, responsable commercial de la société Bertec qui distribue donc les vins de la propriété, et Jacques, notre œnologue. Voilà, bon, aujourd'hui je vous ai donc convié à une petite séance de travail. Donc nous allons essayer de déguster, c'est un petit peu tôt et ça va être un petit peu difficile. C'est un travail un peu délicat, je vais vous demander de faire aujourd'hui. C'est la dégustation du millésime 2001. Donc bon, la plupart des rouges sont terminés, les blancs sont terminés aussi, et les rosés, quelques cuves fermentent encore, mais disons que pour aujourd'hui vous allez avoir un petit aperçu de contenu de ce millésime. Puis après, donc je vais vous expliquer à travers les différents cépages de quoi nos vins sont constitués, et je vous ferai déguster les vins de l'an dernier qui sont à base de ces mêmes cépages. Je vais vous faire goûter par exemple ce qu'un médaillon est avant de devenir un médaillon, c'est-à-dire un assemblage de 3 cépages, un merlot, un cabernet sauvignon et un petit peu de syrah. Voilà. Après la même chose pour le CB, la même chose pour le S de Sirois qui est un 100% syrah, et la même chose pour un carignan qui constitue le Sirois rouge. Voilà. Donc en blanc, nous allons déguster donc un chardonnay, un sauvignon, et la cuvée du président rosé, la future cuvée du président rosé, ainsi que le S de Sirois rosé qui sera vendu dans 3 ou 4 mois. Voilà, on va commencer pour une mise en bouche par un chardonnay, donc, qui est la base de la production du S de Sirois blanc. Voilà, donc un chardonnay 2001 pour commencer. C'est dit que tu peux faire le service. Tout ça, ça sort vraiment de fermentation. C'est vraiment, ce sont des bébés, quoi, hein. Il faut bien le considérer, hein, en tant que tel. Ils y sont depuis combien de temps en cuve? Voilà, ce sont des vins qui ont été rentrés, disons pour les blancs, début août. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. Ça fait 2 mois, quoi. Voilà. Merci. Donc, et puis les fins de fermentation sont terminées il y a 10 jours, 12 jours à peine, hein. C'est différent. Tout à fait différent. Je connaissais pas. Plus fumé, je trouve. Je connaissais pas. De toute façon, c'est 2 écoles. Là, il y a 2 écoles totalement, on va pas dire opposées, mais c'est vrai que c'est une affaire de goût. Il y a vraiment l'école des chardonnays et l'école des sauvignons. Donc moi d'origine, je suis plutôt de l'école des sauvignons, puisque en fait je suis bordelais. Mais c'est vrai que c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis au Maroc, que je travaillais des chardonnays. Et c'est vrai que c'est un cépage qui est plus complexe à exploiter et qui est plus intéressant à vinifier. Et donc finalement, qui va faire des vins de toute façon de garde et qui sont plus intéressants à vinifier en blanc. Mais Sauvignon, c'est un vin sympathique, c'est un vin qui est gras, c'est expressif et tout, mais bon, c'est vrai que une belle vivacité, au bout du vieillissement, c'est moins intéressant. De grenadine. De grenadine, de fraise même. Non, mais pourtant, il est légèrement irisé. Bon, de toute façon, il est tout à fait dans la lignée des cuvées du président, il n'y a pas de souci. Tu sais, on le sent. Ça, quand même, que c'est un des vins les plus vendus du Maroc. Du Maroc, ouais. Par contre, en bouche, il est fermé au nez, mais en bouche, je pense qu'il a quelque chose, il a vraiment des choses à raconter, quoi. Là, je vais vous faire goûter les 2 cuvées de merlot que nous avons pour constituer la gamme du médaillon. Ce sont des merlots qui sont assez atypiques de ce que j'ai pu
faire jusqu'à présent, dans la mesure où ils restent frais. Ils n'ont pas de note de cuit. D'habitude, ils sont très cuits, très évolués. Ça se joue à la nuit. Un, on le sent fini et l'autre... Bon, ici, vous êtes à la société Talvin, société qui existe depuis les années 1920-1930. Ça appartenait à des Belges à l'époque, au couple Coqueril, qui, dans les années 70, s'est retiré du Maroc. Et nous, la famille Baconnet, nous sommes venus et nous avons repris donc ce domaine qui appartient encore aujourd'hui à la SODEA. Nous avons essayé de, comment dirais-je, de remettre ce domaine en état et de faire des vins de qualité. Il faut savoir qu'à l'époque, le Maroc, qui était un pays fermé à l'importation, nous permettait, nous, ici, de faire des vins de qualité moyenne. Aujourd'hui, ce pays s'est ouvert sur l'importation et a permis de faire déguster des vins d'autres pays. De ce fait, nous avons été obligés, nous, de nous remettre en question, et c'est pour ça que nous avons axé notre production sur des vins de haute qualité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pouvoir parler des vins du Maroc, pas comme des vins médecins, mais comme des vins de haute gamme. Nous avons l'intention, et ça c'est le but que nous nous sommes fixés depuis 5 ans, d'attaquer les marchés européens, les marchés mondiaux, et qu'on parle du Maroc comme on parle des vins du Chili, d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, ce qui n'est pas encore le cas, mais nous y venons. Les grands hôtels organisent des événements festifs s'adressant à la clientèle internationale qui affectionne particulièrement le Maroc, son climat et son sens de l'hospitalité. Ainsi, à la fin de l'été, la fête des vendanges et de la chasse nous éloigne de la cuisine traditionnelle. Elle est l'occasion d'exercices culinaires où le vin participe à la recette. Certes, le vin comme le sanglier sont originaires du pays. Je vais te le faire goûter. Juste une petite question, est-ce qu'il faudrait le boire frais avec le plat ou... Non, pas le CB, parce qu'en fait, le CB, c'est un vin qui est vieilli en fût de chêne. C'est du cépage Cabernet et Merlot. Donc c'est cépage comme dans la région de Bordeaux. Donc c'est un vin qui est très très tannique. Et c'est vrai que sur des produits de la chasse, ça se marie parfaitement. Donc on a dit, celui-là, on le mettrait avec le sauté de sanglier, voilà, c'est ça? Voilà. Il a un bon parfum. Il sent bien le chêne, effectivement. Je pense qu'il va faire l'affaire, surtout avec les baies de Genièvre. Parce que les baies de Genièvre, avec la tanore du fût de chêne, je crois que les deux éléments vont bien se marier ensemble. Alors aujourd'hui, on a préparé un petit sauté de sanglier qui est mariné au vin rouge avec des clous de girofle, qui est ceci. Après, j'ai mis à l'intérieur des baies de Genièvre, qui est ces petites graines ici, et avec du poireau, du céleri, des oignons, des carottes. Et ça, je l'ai mis à mariner pendant 48 heures. Alors, comme tu sais, dans le sanglier, il y a des os. Donc j'ai préparé, en épluchant le sauté, j'ai préparé quelques os qui sont ici, et que je vais faire sauter dans l'huile d'olive pour les colorer, pour donner le sucre de la viande au fond à la sauce que je vais faire. Alors, ça c'est pour le sauté. Donc, il suffit de bien colorer. Alors, comme tu vois là, ici, j'ai le sauté, qui est ici, et là, j'ai la marinade que j'ai récupérée. Alors, mes morceaux de viande, tu vois, commencent à fondre tout doucement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma marinade et je vais mouiller. Comme ceci. Donc maintenant, le seul truc que je vais faire là, ici, c'est que je vais laisser cuire tout doucement. Ça va réduire presque à sec. De là, il me restera juste à ajouter mon fond de veau. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire ici, je vais faire sauter mes morceaux de viande. Alors ici, tu vois, j'ai des oignons, j'ai de la baie de Genièvre, j'ai encore des clous de girofle. Je les laisse parce que ça va donner un goût à la sauce. Voilà, ça cuit tout doucement. Ma sauce se prépare. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les os.
Les os, j'en ai plus besoin. Je vais laisser, tu vois, je vais retirer ça avec ceci. Je vais retirer les os. Et maintenant, je vais additionner dans ma sauce mes morceaux de viande. Voilà, là c'est bien sauté. Qu'est-ce que je fais? Je prends ceci que je mets dedans et je laisse cuire tout doucement. Alors, pendant que la viande a cuit, hein, tu vois, tu peux déjà déguster. Je pense qu'il faudrait peut-être ajouter un petit peu de vin. Si tu pouvais me donner un petit peu de médaillon pour corser un petit peu la saveur de la viande. Vas-y tout doucement. Voilà, c'est bon. J'ai mon sauté là qui est en train de cuire. T'as vu, t'as rajouté le médaillon. Regarde, c'est délicieux, c'est vachement meilleur. Ça lui a donné beaucoup plus de parfum. Hein. Plus de parfum, plus d'arôme. Tout à fait. Je mets ma sauce dedans. Et après, tu laisses encore réduire. Hein. Ah oui, je laisse encore réduire parce qu'il n'y a pas encore assez de cuisson là. Il va falloir laisser réduire encore à peu près une dizaine de minutes. Ça soit quand même très épais, non, comme sauce. Oui, quand même. Bon, t'as vu, regarde la sauce, comment elle est devenue épaisse, comment les graisses du sanglier ont lié la sauce toute seule, sans rien faire. Tu peux même goûter. Est-ce que tu peux goûter avec le vin pour savoir si la saveur va être là, ensemble? Un petit coup de vin, un petit coup de sauce après. Donne-moi un peu le résultat. Ça se marie vraiment très très bien en bouche. Qu'est-ce que tu penses? C'est très très bon. Moi, je préfère avoir un petit coup de rouge. Bien évidemment. Pour déguster mon sanglier. Je pense qu'avec le CB, ça va vraiment bien se marier. Alors tu vois, regarde les morceaux, ils sont beaux. Tu vois, pas très dur, pas très dur à couper. C'est très tendre. La sauce est onctueuse. C'est vraiment parfait. Tu l'as fait mariner? Je l'ai fait mariner pendant 48 heures. 48 heures avec un bon vin rouge marocain, mes légumes, mes épices à l'intérieur, ça suffit. Le Maroc touristique, c'est aussi la mer, qui offre ses plages aux amateurs de soleil et la gamme complète de ses produits aux gastronomes. Bonjour, on est à l'hôtel L'Initial. C'est un hôtel-restaurant qui est situé à Walidia, au sud d'El Jalida, à 175 km. Et notre spécialité, c'est les fruits de mer, bien sûr. D'ailleurs, Walidia est célèbre par ses huîtres, comme vous voyez devant vous, l'huître portugaise et nos poissons, bien sûr, et surtout le fameux homard de Walidia. Les langoustes qu'on prend tout de suite ce matin, bien sûr, dans notre vivier. Et je conseille bien sûr mes clients de prendre ces merveilleux plats avec un très bon vin blanc demi-sec, un vin de Meknes ou un gris frais de Meknes aussi, qui s'accompagne très très bien avec nos fruits de mer.